Bonjour et bienvenue dans Carnet de guerre, première partie du Tactica consacrée aux Thuléens. On commence tout de suite par l'architecture du Tactica. Dans ce premier Tactica, on va principalement parler de la troupe, des figurines qui peuvent être engagées en tant que membres de clan, donc trappeurs, chasseurs, etc. Et dans le deuxième, on parlera plus principalement des figures importantes, donc les chefs de clan. Et j'inclus dans cette liste Anna également, puisque on peut aussi dire qu'on va parler principalement magie. Enfin, la magie va être abordée durant le Tactica 2 et pas durant celui-ci. Donc j'ai inclus volontairement Anna dans le Tactica 2 et j'ai inclus volontairement Kinak et Amaruk dans ce Tactica-là. On va commencer tout de suite par quelques caractéristiques des Thuléens. Les Thuléens se caractérisent par la capacité à jouer énormément sur le surnombre. Si vous jouez Thuléen, vous allez avoir la possibilité de jouer énormément, avec énormément de figurines, car il y a pas mal de figurines qui ne coûtent pas très cher. C'est des figurines qui seront pas forcément très fortes, donc pas de caractéristiques très supérieures, etc. Mais vous aurez la possibilité de jouer beaucoup de figurines, ce qui va vous amener à la possibilité de jouer un surnombre plutôt conséquent, surtout sur des formats à 500, 600 points, etc. Les Thuléens ont également quelque chose de très particulier, c'est qu'ils sont les seuls actuellement à avoir le totémisme comme magie. Je reviendrai plus en détail comme je l'ai dit dans le Tactica 2, mais à moins de payer un parchemin ou de payer les totems de base, aucun autre magicien n'a accès au totémisme, enfin en dehors des Thuléens. Je ne sais pas si ça changera dans le futur avec les sorties, mais en tout cas c'est très intéressant, c'est une magie qui apporte beaucoup de choses un peu différentes aux magies dites classiques, et on abordera ça évidemment durant le Tactica 2 quand on parlera principalement des magiciens. Autre caractéristique, les Thuléens n'ont pas d'armes de tir à poudre, c'est-à-dire que même avec le canon standard vous n'avez pas accès au canon standard, tout simplement. Ils n'ont pas d'artillerie actuellement. Ils ont une façon de jouer qui est, disons, un peu plus proche de la nature et clanique. Donc vous aurez des bonus souvent sur votre jet de morale, qui pour la plupart des Thuléens, on va dire de la piétaille, si on peut dire ça comme ça, est relativement bas. Donc plus vous serez, plus ils seront courageux. Les Thuléens, c'est un peu un mélange entre des gobelins, des skaven et des clans nordiques. Ça veut dire qu'ils sont fidèles entre eux, ce qui n'est pas le cas des Skaven et des Gobelins, mais ils sont pas particulièrement courageux s'ils se retrouvent tout seuls sur le terrain. Et du coup, vous avez besoin de jouer quand même un certain nombre de figurines pour qu'ils soient à l'aise au niveau du moral. Et ça, c'est important à retenir, puisque, à moins de jouer que des gros tassons, quand vous allez avoir des pertes, eh ben, ça va impacter sur le fait que votre morale va en prendre un coup et vous aurez peut-être plus de pertes encore avec des états comme prostré ou alors carrément double jet de morale raté. Donc ça peut être embêtant. Également, avec ces bonus de morale, la racine de mandragore qui pour beaucoup de figurines avec faible morale est, je ne vais pas dire indispensable, mais est un objet à prendre en considération. Là, c'est pas forcément le cas, puisque si vous jouez en surnombre, il faudra faire 10, grosso modo, sur votre dé pour que ça rate. Et ça, c'est important, puisque du coup, je vais pas forcément parler de racine de mandragore de base, puisqu'elle est dispensable pour cette bande-là. C'est la seule, à mon avis, qui n'a pas vraiment besoin de racine de mandragore, sauf peut-être sur les personnages importants, pour éviter justement un petit malheur sur un pauvre jet de dés à 10, mais ça c'est encore une autre histoire. On va passer aux troupes de base, donc entre guillemets troupes de base. Je vais commencer par les trappeurs. Alors, il y a deux profils de trappeur 1, il y a un profil de trappeur 2, mais le profil de trappeur 2 est similaire à celui de trappeur 1, donc je ne vais pas m'attarder sur le trappeur 2. Sachez que c'est les mêmes limitations, donc limitation 5, 50 pièces d'or, et les deux profils, c'est des profils avec des armes différentes. Alors, les profils sont similaires sur les caracs. 4 de consti, 3 de dextérité, 4 de force, 2 de mental, 4 de mouvement. 7 PA, 20 PV. Celui qui a la hache possède la hache en os, 5 dégâts. Il possède un couteau à dépecer, 3 dégâts saignement.
la botte de ce trappeur, c'est le lancer de hache. 7 dégâts, portée 6 brasses, usage unique. Et il possède esprit du clan. Moins en jet de morale par Tulien en plus en jeu, ne peuvent être recrutés que par un chef de clan. Et le trappeur 2, il possède à peu près les mêmes choses, excepté ses armes. Il a le gourdin à la place de la hache qui fait 4 dégâts. Et la botte, c'est étourdissement à la place de lancer de hache. Donc étourdissement, 5 dégâts. Si l'attaque passe, la cible perd 2 PA pour sa prochaine activation. Je dirais que les trappeurs sont la base de votre clan de Tulien. C'est-à-dire que déjà la limitation est extrêmement élevée, une limitation à 5. Je crois que, à part peut-être les dodgers, qui sont en fonction du prix du chef, vous n'avez jamais une limitation aussi élevée. Surtout que vous avez 3 profils, donc vous n'aurez jamais de problème avec les trappeurs. Ensuite, vous avez les 2 armes. Vous avez la hache en os et vous avez le gourdin. Ce sera un choix à faire en fonction de ce que vous voulez en faire de ces trappeurs. Ils ont le couteau à dépecer chacun. Et je viens sur une caractéristique qui appartient à plusieurs Tuliens, mais pas tous. C'est que souvent, vous aurez des Tuliens qui auront saignement. Ils auront un couteau à dépecer qui va faire saignement. Le couteau à dépecer va faire 3 dégâts, ce qui n'est pas forcément énorme, ce qui peut déranger parfois en fonction de l'armure de votre adversaire. S'ils ont des grosses armures, le 3 dégâts ne passera pas, et du coup le saignement non plus. Mais sur la plupart des figurines, le saignement va compenser ce 3 dégâts. Vous mettez 2 coups de couteau, il gagne. L'adversaire a 2 saignements, à son activation il perd 4 PV. Sauf s'il a une règle spéciale anti-saignement, il y a quelques figurines qui en ont, ou alors s'il y a eu un soin entre-temps. Mais c'est important de bien souvenir qu'à partir du moment où votre adversaire aura des saignements sur toutes ses figurines, il ne va pas pouvoir toutes les soigner tout le temps. Donc vous allez gagner, vous allez éroder petit à petit les points de vie de votre adversaire, et ça va permettre de les achever plus facilement. La hache de lancer, enfin la hache ou le gourdin, un choix que je trouve toujours très difficile. La hache en os fait plus de dégâts, le lancer de hache est hyper pratique, mais malheureusement est à usage unique et après la hache, on ne l'utilise plus. Ou alors le gourdin qui fait un tout petit peu moins de dégâts, mais qui, s'il passe la botte, eh bien fait quand même 2 PA de moins pour la prochaine activation. Et ça, c'est vraiment fort. Mettons que vous avez une figurine, je sais pas. Mettons que vous avez une figurine qui soit ceinturée, soit qui n'ait plus de défense, plus de PA pour défendre, ou qui bénéficie, qui soit assommée même. Mieux, assommée. Vous décidez de balancer tout votre trappeur dessus, mettez que vous en ayez 3, ils passent tous la botte, ça fait moins 6 PA à l'activation. Avec les PA restants, la figurine adverse, elle va juste pouvoir se relever, éventuellement, ou faire autre chose. Enfin, et puis c'est tout, en fait. Peut-être un mouvement avec ses PA restants, ou peut-être une attaque, quelque chose comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qui peut être très fort. Ça n'est pas forcément... Il faut bien se rendre compte qu'avec dextérité force, on arrive à 7, ce qui n'est pas un score faramineux. Mais en attendant, ça peut toujours passer. Et faire sauter des PA à l'adversaire peut vous permettre de vous sauver les fesses, parce qu'il ne va pas pouvoir porter 7000 attaques comme il aurait pu le faire s'il n'avait pas eu ces malus-là. Donc voilà, un choix à faire. Moi, j'aime beaucoup utiliser... Je les aime bien en duo. C'est-à-dire que je prends un trappeur à la hache, un trappeur au gourdin. Ce duo-là représente 100 pièces d'or. Vous avez un total de 14 PA. Vous avez un total de 40 PV. Vous avez une possibilité de faire du saignement, de faire des dégâts avec la hache et des dégâts avec le gourdin. En plus, si nécessité fait loi, eh bien, le lancer de hache pour aller chercher une figurine un peu plus loin sans trop risquer de se ramasser. Tout en sachant bien que c'est pas non plus les meilleurs lanceurs du monde, donc faites attention avec ce lancer-là. Ou alors vous décidez de d'étourdir l'adversaire, de lui faire perdre des PA. Il y a moyen de faire des combinaisons et de trouver qu'est-ce qu'il vous faut au bon moment. C'est également un duo que j'aime beaucoup pour résoudre des objectifs, puisque chez la plupart des Tuliens, à faible coût, les caractéristiques ne sont pas élevées. Du coup, vous allez sans doute devoir utiliser un deuxième dé pour vous assurer d'avoir l'objectif, surtout les objectifs sur le mental. Je vais pas vous cacher qu'avec 2 de mental, ils vont pas aller loin, les pauvres chéris. Donc, vous avez tout à fait la possibilité de faire en sorte que un des 2 du tandem couvre l'autre pendant que l'autre utilise ses PA pour résoudre les objectifs, etc., etc. C'est des figurines que j'aime beaucoup.
J'en joue beaucoup plus actuellement que ce que je jouais avant. Avant, j'avais tendance à jouer des chasseurs puisqu'ils avaient des armes de tir, mais finalement, les trappeurs sont tout aussi bien. Je vous expliquerai un peu pourquoi avec les chasseurs après. Et du coup, c'est deux profils que j'aime énormément. À vous de choisir lequel vous plaît le mieux. À vous de voir lequel peut vous apporter des avantages. C'est vraiment un choix à faire au moment de les prendre. Moi, j'aime bien les jouer par team de 2. J'aime bien jouer 2 teams de 2. Parce qu'au final, ça vous fait 200 pièces d'or. Vous avez 4 figurines. Vous avez 28 PA. Et vous avez de quoi faire sur la table. Ça peut remplacer, je dirais, un trio de pingouins. Si vous voulez un peu jouer le surnombre, à la place d'avoir des pingouins qui sont très très faibles, mais qui ont quand même un certain nombre d'avantages, vous pouvez prendre un trappeur. Il est évidemment pas aussi nombreux, mais j'aime bien ce côté clanique en fait. Avec les Thuléens, j'aurais moins tendance à jouer les mercenaires avec les Thuléens qu'avec les autres parce qu'il a justement cet esprit de clan. D'ailleurs, c'est le nom de la règle en dessous. Et du coup, au niveau du fluff, ça me plaît plus. Esprit de clan, donc moi, au moral des Thuléens en jeu, donc c'est vraiment quelque chose de très fort parce qu'il vous faudra faire des 10 quand vous aurez beaucoup de Thuléens en jeu. Ne peuvent être recrutés que par des chefs de clan. Ça, c'est important de bien s'en souvenir. C'est que si vous décidez, par le plus grand des hasards, de faire une liste sans chef de clan, ce qui est très dur mais pas impossible, eh bien, vous ne pouvez pas prendre les trappeurs et vous ne pouvez pas prendre les chasseurs. Et souvent, les chefs de clan ont une limitation sur le nombre de, justement, esprits de clan qu'ils peuvent recruter. Et ce ne sera pas la limitation du trappeur en question qui va vous poser problème, ce sera plutôt la limitation du chef de clan. Alors, du coup, on en parlera dans le Tactica 2 plus spécifiquement. Mais attention avec ces petites limitations-là, puisqu'il y a quand même beaucoup de Thuléens qui ont esprit de clan et du coup qui comptent comme faisant partie du pool de ce que le chef de clan peut recruter. On va passer au chasseur. Alors le chasseur, il y a 2 profils, il y a un chasseur 1, il y a un chasseur 2. La seule différence, c'est le coût. Le chasseur 2 est moins cher que le chasseur 1, donc je ne vais pas m'attarder sur le chasseur 1, je vais directement passer au chasseur 2, puisque la plupart des gens ne jouent plus que le profil 2 du chasseur, puisqu'il économise je ne sais plus combien de points, mais une bonne craquée. Le chasseur 2, 57 points, PO, pardon. Limitation à 3. Consti 4, dextérité 4, force 3, mental 2, 4 mouvements, 7 PA. 7 PA. 18 points de vie. Un couteau à dépecer, 3 dégâts saignement. L'arc en os, 15 flèches, 1 des 5 plus 1 dégâts, portée 4-7. Vous avez les cases des flèches. La botte au tir, c'est le tir en cloche. 1 des 5 plus 1 dégâts, portée 7-11, ne nécessite pas de ligne de vue. Et esprit du clan. Alors, le chasseur, je le jouais beaucoup avant pour au final disons ne plus le jouer puisque soyons honnêtes, votre adversaire il sait tout à fait que c'est un tireur, les adversaires ça déteste les tireurs et il va aller s'amener au contact pour vous emmerder, ce qui veut dire que votre chasseur va devoir faire un désengagement pour pouvoir ensuite essayer de tirer une petite flèche. Enfin, c'est de la perte de PA et c'est de la perte de points. Au final, votre chasseur, il va donner des coups de couteau à dépecer pour faire chier votre adversaire, soyons honnêtes, vu que le saignement, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus folichon. Et du coup, il va se contenter de donner des coups de couteau. Il utilisera potentiellement plus son arc, sauf s'il arrive à tuer son adversaire, et encore... Voilà. Je préfère économiser 7 points et avoir un trappeur plutôt que de me dire je vais mettre 2 chasseurs, etc. J'aime bien en jouer un, tout simplement parce qu'il a une botte de tir qui est absolument géniale. L'arc en soi est bon, il y a 15 flèches, c'est une bonne quantité de flèches. Il a 1 de dextérité en plus par rapport à un trappeur, mais il a 1 de force en moins. Donc pour certains objectifs, ça peut aussi être utile. Mais surtout, il a sa botte, quoi. Déjà, le tir en cloche, alors ça fait les mêmes dégâts, mais la portée est considérablement augmentée. C'est plus 4-7, mais c'est 7-11. Donc souvent, vous ferez 1 des 5 plus 1 dégâts. N'oubliez pas qu'à courte portée, vous avez un bonus. Hein. Ne pas négliger ça. Si en plus vous arrivez à le positionner un peu au-dessus de votre adversaire, bah vous avez un bonus de 2 au tir. On va pas cracher dessus. Et surtout, ça ne nécessite pas de ligne de vue. Donc, rien à foutre que tu sois caché derrière un mur, que tu sois où tu veux, vous n'avez pas besoin de ligne de vue. La seule, entre guillemets, restriction que quand je joue en chasseur, je m'impose,
mais ça c'est purement personnel, c'est comme le nom tir en cloche. Si mon adversaire se trouve sous un toit, ah bah, je peux pas tirer en cloche. Bah, ça me semble logique. Maintenant, si vous prenez stricto sensu la règle qui est écrite, il n'y a pas ce petit détail. Mais on est à Briscard, c'est pour moi un jeu fun, j'ai envie de prendre du plaisir, et puis j'ai pas envie de m'emmerder à dire « Ah non, mais le tir en cloche, il précise pas que si jamais il y a un toit au-dessus de sa tête, il est protégé. » Je parle d'un toit physique, hein. S'il y a une maison comme décor avec un toit, je n'utilise pas la botte. Par contre, si on joue dans une grotte, j'estime que la hauteur de la grotte me permet de faire des tirs en cloche, hein, que ce soit assez clair là-dessus. Mais ça, c'est encore une règle qui est à moi. Mais autant les Thuléens sont ce qui m'ont fait commencer Briscard, autant c'est aussi eux qui me donnent le plus envie de jouer fluff. Jouer vraiment pour le plaisir de jouer un clan avec un esprit de clan, un esprit de fluff, un esprit de bon enfant. C'est-à-dire que le tir en cloche, ben voilà, et même s'il n'est pas noté, je vais pas essayer de tirer sur un mec qui est caché sous un chapiteau ou je sais pas trop quoi, ou je vais avoir envie de jouer que des Thuléens et éviter d'engager des mercenaires, même si les pingouins ça pourrait tout à fait passer avec des morses, quoi. C'est pas un problème. Mais voilà, c'est vraiment ma façon de jouer les Thuléens, ça n'a rien à foutre dans ce tactica-là, je vous l'avoue, mais en attendant, je vous explique aussi pourquoi je mets ça en avant. Et puis justement l'esprit de clan, donc assez solide au niveau des jets de morale, et le fait de ne pouvoir être recruté que par un chef de clan, donc réfléchissez bien à qui vous voulez engager, pourquoi, comment. Toujours cette limitation en fonction du chef de clan que vous allez choisir. Mais un profil qui est très intéressant au niveau du tir, mais qui malheureusement, comme beaucoup de tireurs, vont se faire engager au contact pour éviter qu'ils tirent justement, et ça peut être embêtant. Il y a un profil alternatif de chasseur. C'est un profil qu'on ne voit absolument jamais. Pour cause, je pense, une mauvaise compréhension de la capacité de cette figurine, mais également, je pense que c'est pas un profil hyper rentable, et pourtant c'est un profil que je trouve très intéressant. Il lui manque 2-3 trucs pour être bien, en fait. Donc on a le chasseur 1, mais pas avec l'arc, avec la guisarme. C'est constitué 4, dextérité 4, force 3, mental 2, 4 mouvements, 8 PA, 18 points de vie. Son arme, c'est la guisarme, 5 dégâts. Sa capacité spéciale, c'est contre-charge, c'est-à-dire en réaction à un assaut, en réception à un assaut, pardon, ce chasseur peut décider de porter une attaque pour 2 PA à la place d'une action de défense. La réussite critique s'obtient sur 9 et 10 pour cette attaque. Lorsqu'il est en garde, cette attaque bénéficie de 2D. Et il a évidemment l'esprit du clan. Alors, je pense que Contre-charge n'a pas été compris par tout le monde. Donc, j'ai discuté avec Gwen pour faire le Tactica Maok 3. Et en dehors du Tactica, on a papoté. Et du coup, il m'a un petit peu expliqué comment ça se passe. C'est-à-dire, vous décidez, vous voyez votre adversaire vous charge. Vous décidez, vous dites, je ne me défends pas, mais je fais une attaque à la place, je coche mes 2 PA. Votre adversaire va faire son attaque. Il a 9 chances sur 10, littéralement, de vous passer l'attaque. Mais au même moment, vous allez vous aussi faire une attaque, avec force x2. Votre adversaire va avoir droit à une défense, donc une défense sous constite, une esquive ou un contre. Et les dégâts se feront, s'il y a dégâts de votre part aussi, se feront simultanément. C'est-à-dire que vous allez pouvoir taper avant de mourir si votre adversaire a fait de gros dégâts ou s'il reste pas grand-chose à votre chasseur 1 au niveau de ses PV. Vous allez quand même pouvoir avoir la chance d'infliger des dégâts avant de mourir. Je pense que beaucoup ont compris que le chasseur 1 se prenait les dégâts avant de faire sa propre attaque. Mais non, les deux sont simultanés. Et du coup, vous bénéficiez quand même de la possibilité de faire des dégâts à votre adversaire qui vous a fait un assaut. Également, si vous êtes en garde, c'est tout bénef parce que du coup, vous avez un dé gratuit pour cette attaque. Donc, c'est un chasseur assez défensif, que je trouve plutôt intéressant. Mais il lui manque, à mon sens, 2 petites choses. C'est-à-dire déjà un couteau à dépecer, parce que je vois pas pourquoi il se baladerait qu'avec une guisarme. L'autre chasseur a un arc et il se promène bien avec un couteau à dépecer, donc pourquoi ne pas lui remettre un couteau à dépecer. Et surtout, je pense que sa guisarme aurait mérité allonge. Là, ça aurait été un profil très très intéressant et qui aurait pu être vraiment beaucoup plus joué.
Je suis quand même assez intéressé par ce profil. Disons que j'y réfléchis assez souvent quand je fais ma liste et au final, il sort jamais. C'est parce qu'il a un PA de plus par rapport aux autres trappeurs et chasseurs. Ce qui n'est pas négligeable non plus, puisque un PA, vous pouvez faire quand même un certain nombre d'actions. Surtout que c'est un PA pair. Donc si vous voyez ce que je veux dire, c'est le 8e PA, donc c'est un PA pair. Vous pouvez faire 4 attaques, vous pouvez faire 4 déplacements supplémentaires, vous pouvez faire plein de trucs en plus. Tandis que si c'était un PA impair, ça serait peut-être moins intéressant. Moins intéressant, c'est pas tout à fait le terme, mais il y a moins d'actions qui demandent des PA impairs. Du coup, vous pouvez faire un mouvement en plus, faire une attaque en plus, vous mettre en garde et garder 2 PA pour faire une attaque, ce genre de petites choses, et je trouve que c'est important de bien garder ça en tête. Malheureusement, voilà, il n'a pas ces quelques avantages, et je pense que les trappeurs sont plus avantageux, parce qu'ils ont plus de choses intéressantes que ce chasseur-là, donc c'est pour ça qu'on ne le voit absolument jamais. Je pense que je l'ai jamais vu sur une table, et c'est un peu dommage, parce que les idées étaient intéressantes, il faudrait juste faire quelques petites modifications, notamment au niveau de la guisarme. Après, on pourrait se dire, on vire la guisarme et on met une autre arme, mais est-ce que c'est pas plus intéressant d'acheter un trappeur et de faire la même chose? Si vous voulez prendre un trappeur et lui mettre un harpon, par exemple, déjà vous avez d'autres figurines qui ont des harpons, mais est-ce que c'est pas plus intéressant de jouer une figurine qui a plus de force si vous lui mettez une arme de corps à corps? Voilà, donc l'idée est bonne, le geste est beau, mais la réalisation est malheureusement pas très bien faite. C'est aussi une des premières figurines chez les Thuléens qui est sortie de mémoire, donc voilà, c'était peut-être un test, peut-être un essai, ça a fait plaisir à des gens de pouvoir jouer d'autres types de chasseurs, donc c'est très bien, mais ça se voit très peu sur le terrain, je suis pas absolument convaincu qu'on le reverra plus après Tactica. On va passer au pêcheur avec harpon, une figurine que je trouve absolument superbe, un profil que j'aime beaucoup, mais en demi-teinte, malheureusement également. 65 pièces d'or, on a consti 4, dextérité 4, force 3, mental 3, 4, mouvement, 8 PA, 22 PV, le harpon, 3 PA, 6 dégâts, saignement. La botte peut lancer son harpon en moins de 4 brasses, la cible subit un des 10 dégâts et est ramenée en ligne droite dans la zone de contrôle du pêcheur. En cas d'échec critique, la corde se casse et le pêcheur perd son harpon. Assommoir, 2 PA, 4 dégâts, moins 1 PA pour la prochaine activation de la cible et l'esprit du clan. Alors, déjà, tout de suite, petite note, Assommoir a le logo d'une capacité spéciale, mais ce n'est pas une capacité spéciale. Je sais plus si ça avait été décidé que c'était une attaque ou une botte, mais je crois que c'est une botte. Du coup, attention avec ce assommoir, puisque ce n'est pas une capacité spéciale. À voir dans la FAQ, voir si ça n'a pas été indiqué, mais il me semble qu'il y a eu un changement au niveau de cela. Peut-être que je dis des bêtises. Si je dis des bêtises, mentionnez-le moi. Je le mettrai sous la vidéo en commentaire. C'est un profil que j'aime beaucoup. Sa botte est hyper intéressante avec son harpon. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de super tactique, super stratégique. Vous pouvez désengager des alliés d'un combat. Vous pouvez faire des pièges avec le pisteur si vous avez posé un piège avant. Vous pouvez tirer un Torquemada jusqu'à un trou où il doit faire un jet de réception puis il est tombé sur la gueule pour le buter. Enfin bref, vous pouvez faire plein de choses hyper intéressantes. Mais voilà, je trouve qu'il souffre de pas mal de problèmes. C'est-à-dire que sa botte de lancer avec son harpon, c'est vraiment cool, mais il démarre à 7. Et le lancer, eh bien, la difficulté, c'est 12 plus 1 par brasse que vous parcourez avec votre lancer. Du coup, s'il est au contact, ça va être 12 la difficulté, donc il a une chance sur 2 déjà de se planter. Si vous rajoutez des brasses de distance, vous allez devoir utiliser un dé supplémentaire. Donc vous allez devoir payer 3 PA pour ce fameux dé en plus. C'est un petit peu embêtant parce que du coup, votre bot, il va faire à peu près que ça. Et si vous voulez garder des PA pour défendre, pour éviter qu'il se fasse exploser la tête à la riposte adverse, il va faire que cette bot-là. Ça peut être stratégiquement hyper important et ça peut vous aider à réaliser un objectif aussi. Donc, c'est très très fort, mais il ne fera que ça. De même qu'il ne possède pas de couteau à dépecer,
Alors ça m'embête un peu parce que du coup, il n'a que son harpon. Il a le harpon, ok, ça coûte 3 PA pour taper, ça c'est un peu chiant, ça fait 6 dégâts saignement, ok, mais une fois de plus, ça a un coût en PA qui est vraiment important pour faire une attaque avec 3 de force au final, donc vous n'allez pas automatiquement passer votre attaque, c'est un petit peu embêtant. Oui, il a l'assommoir, oui ça coûte 2 PA, oui ça fait 4 dégâts, mais dans ma tête c'est une botte. Et du coup, je ne peux le faire qu'une seule fois par tour. Donc, c'est pas non plus folichon. C'est une figurine que j'aime bien. C'est une figurine dont je trouve le profil hyper intéressant. Je l'ai déjà dit plein de fois. C'est une figurine qui peut vous amener à vous sauver les fesses au moment opportun. Mais c'est une figurine qui vaut quand même 65 points. Et pour l'avoir utilisée plusieurs fois, je pense que économiser un peu de points et prendre un champion harponneur, dont on parlera un peu plus dans le Tactica 2, est plus intéressant puisque le champion harponneur va mieux lancer son harpon. De mémoire, il a un couteau à dépecer, ou ça coûte plus 3 PA pour taper, ou alors il a un harpon avec allonge, bref. Il a des avantages qui sont pas négligeables sur le pêcheur, et du coup, je pense que ça vaut la peine d'économiser un peu de PO pour prendre le champion harponneur, et pas forcément le pêcheur. Pourtant, c'est une figurine que j'aime vraiment, c'est une figurine du cœur, c'est une figurine que j'ai envie de jouer à chaque fois, et puis après je me souviens que il souffre de défauts qui sont quand même handicapants, et comme on est quand même dans un Tactica, où du coup on pense un petit peu à la rentabilité de la figurine sur la table, quand il a fait une action d'éclat, je pense que toutes les personnes autour de la table de jeu au tournoi se souviennent de ce qu'il a fait avec Torquemada. Mais voilà, il n'a pas fait d'autres choses extrêmement importantes et extrêmement waouh. J'ai beaucoup de mal à le rentabiliser et à faire en sorte qu'il soit utile dans une compo. Le tractage de la figurine adverse occasionne des collisions, hein, s'il rentre en collision avec des trucs. Mais ouais, pour moi il est en demi-teinte. C'est oui, j'ai envie de le jouer, oui il peut apporter des trucs vraiment super bien, mais malheureusement le nombre de fois où il a vraiment pu se rentabiliser et exploser son potentiel ont été beaucoup plus faibles que le nombre de fois où je l'ai pris dans une bande. Et puis après 3 de force, 3 PA pour chaque attaque, excepté pour l'assommoir, vous passez pas forcément les attaques. Si en plus sur un coup de malbol vous pétez la corde, enfin vous faites un échec critique sur la botte, du coup vous n'avez même plus le harpon, vous pouvez pas aller le rechercher. Il a des désavantages et des inconvénients qui ne sont pas négligeables. Donc réfléchissez bien à ce que vous pouvez vous permettre au niveau des PO. Et est-ce qu'il ne serait pas plus pas plus intéressant à la place d'un pêcheur ou harpon d'avoir peut-être un trappeur à lâche ou alors un archer. C'est un choix qu'il va falloir faire au moment où vous allez faire votre liste. Vous allez réfléchir à votre liste et où vous allez justement devoir vous poser des questions. De quoi j'ai besoin dans ma liste? Donc voilà, c'est une figurine, une fois de plus, à laquelle je réfléchis souvent. Je ne le prends pas aussi souvent que j'y réfléchis, mais c'est une figurine que je trouve intéressante, elle a de gros potentiels, et très honnêtement, tirer une figurine pour la balancer dans un trou, c'est tellement jouissif que, en partie fun et tranquillou, ou même en partie initiation, je le sors quand même assez régulièrement. En tournoi, c'est plus rare parce que j'ai tendance à moins le rentabiliser, mais après, c'est peut-être aussi moi. On va passer au pisteur, aussi une figurine que je trouve incroyable. 57 pièces d'or, limitation 2, constitue 4, dextérité 4, force 3, mental 4. Et oui, mental 4. 4 de mouvement, 8 PA, 22 points de vie, le couteau à dépecer qui fait 3 dégâts saignement. Il a des spéciales, alors la pose de piège, dextérité plus mental, plus 1 des 10. Ça doit être supérieur ou égal à 12. Le pisteur peut poser des pièges dont il est équipé pour la partie. On va venir aux pièges après. Le spécial, le pisteur se fond dans le décor. Il bénéficie d'un plus 3 contre les tirs. Et il a esprit du clan. Donc autant dire que lui, même sans esprit du clan, il est plutôt balèze comparé aux autres au niveau du moral. Puisqu'il démarre quand même à 8 à la place d'un pauvre 6 ou 7 pour ceux d'avant. Et surtout, il a un couteau à dépecer. Oui.
Mais il possède également ces choses magnifiques que l'on appelle les pièges. Et les pièges, vous en avez 2 types, chacun coûte 8 pièces d'or. Vous avez les collets, 2 PA, 4 dégâts, illimités, c'est-à-dire que vous pouvez en poser autant que vous voulez. Le pisteur pose un collet au contact, symbolisé par un marqueur. Une fois posé, le marqueur a une zone de contrôle de 2 brasses. Un briscard passant dans la zone de contrôle du piège le déclenche sur 5 ou moins. Le marqueur est retiré dès qu'il est déclenché. Et le piège à ours, c'est 3 PA, c'est 1 des 10 dégâts, illimité. Le pisteur, blablabla, blablabla. Un briscard passant dans la zone de contrôle du piège le déclenche sur 5 ou moins. La victime tombe au sol et devra se relever. Le marqueur est retiré dès qu'il est déclenché. Ces 2 pièges sont des armes de destruction massive, si je puis dire ça comme ça. Alors, j'ai une tendance à préférer le piège à ours, pas parce qu'il fait plus de dégâts, mais simplement parce qu'il fait tomber l'adversaire. Le collet est bien, mais ça va être un piège qui ne fera que des dégâts. Vous ferez que, entre guillemets, 4 dégâts. Il est un peu moins cher à poser, il coûte 2 PA à poser, tandis que le piège à ours, il coûte 3 PA. Il fera 1 des 10 dégâts. Statistiquement, vous ferez un tout petit peu plus de dégâts que le collet. Par contre, le fait de faire tomber un adversaire, et il va devoir se relever, c'est-à-dire claquer son mouvement gratuit ou claquer des PA pour se relever, c'est quelque chose, une fois de plus, de très bon. C'est très limitatif. Les Thuléens n'ont pas de choc électrique. Par contre, entre le pêcheur au harpon, entre les trappeurs et entre le piège à ours, ça peut utiliser beaucoup de PA à votre adversaire juste pour faire des choses basiques. Ou alors parce qu'il a perdu des PA suite à un étourdissement du trappeur. Ça peut vraiment, vraiment être casse-pied pour votre adversaire de devoir jouer une figurine dont il sait qu'il va déjà devoir claquer son mouvement gratuit pour se relever, mais en plus, si vous lui avez mis un coup de maillotche sur la tronche, d'avoir 2 PA de moins. C'est vraiment, vraiment pénible quand vous arrivez à faire ce genre de choses. Évidemment, le trappeur n'a pas un profil extrêmement folichon au niveau de l'attaque, il a quand même toujours que 3 de force, 4 de concite, 4 de dex, ça c'est ce que la plupart des autres ont. Du coup, vous pouvez l'utiliser pour réaliser quelques objectifs et surtout faire du contrôle de zone. Attention quand même, c'est un briscard passant dans la zone de contrôle du piège le déclenche sur 5 ou moins. C'est-à-dire que déjà, de 1, vos briscards déclenchent eux-mêmes les pièges, parce qu'ils ne savent pas où ils les ont posés. Je crois que dans la FAQ, il est noté que le pisteur qui a posé le piège ne le déclenche pas, parce qu'il sait où il est, etc. Par contre, vos autres briscards ne savent pas et du coup déclenchent le piège. Et surtout, c'est un déclenchement aléatoire, c'est-à-dire que c'est sur 5 ou moins qui se déclenche le piège. Donc vous avez une chance sur 2 de le déclencher, votre adversaire également. Alors, ça peut être intéressant de poser des pièges à des endroits stratégiques, près d'un objectif, près d'une figurine que vous voulez défendre, dans un passage un peu étroit. Votre adversaire, il a une chance sur 2 de le déclencher. Mais du coup, il peut se dire, bon bah, je tente ma chance, ou alors carrément, je préfère pas parce que ça va m'amputer de trucs et je vais me retrouver dans une situation vraiment pénible. De même que, on va reparler de la petite combo avec le pêcheur au harpon. Si vous posez un piège, que vous tirez avec le harpon du pêcheur et que vous tirez une figurine dans l'aire d'effet du piège, eh ben, le piège peut se déclencher. Donc attention à ce genre de petits détails parce que vous pouvez faire des combos un peu crados. Vous êtes limité, vous pouvez avoir 2 pisteurs, donc ça veut dire que vous pouvez poser jusqu'à 2 pièges par tour. C'est vraiment quelque chose qui peut être oppressant pour votre adversaire, puisque à chaque fois qu'il va bouger, il va devoir faire un jet de dés, il a une chance sur 2, soit de se prendre des dégâts, soit de tomber au sol et de se prendre des dégâts. C'est vraiment, cette figurine-là, elle me vend du rêve, quoi. Elle est vraiment, vraiment hyper cool. C'est une figurine que j'essaye maintenant de mettre un maximum de fois dans mes listes avec les Thuléens, parce que c'est une figurine qui va vraiment emmerder mon adversaire. Quand je pose la figurine sur la table, mon adversaire, il est déjà en train de lever les yeux au ciel, il fait « Oh là là, putain !» Il sait, les adversaires des Thuléens réguliers savent qu'il est casse-pied, et s'ils vont le chercher au corps à corps, bah, il y a toujours ce fameux couteau à dépecer, ça fait toujours des dégâts de saignement, et puis, comme le pisteur s'en sort bien contre les tirs, votre adversaire aura plutôt tendance à aller au corps à corps plutôt que d'essayer un tir avec plus 3 de bonus défensif. C'est sans compter le reste des autres bonus. S'il est dans un corps à corps, votre pisteur, bah, il a plus 3 contre les tirs de sa capacité spéciale, plus 3 parce qu'il est dans un corps à corps. Bref, ça dépend
tous les bonus que vous avez, ça se rajoute. Donc, il va plutôt venir au corps à corps, et à ce moment-là, s'il y a deux trappeurs derrière pour le couvrir, ben, vous balancez des coups de couteau. S'il est tout seul, il balancera des coups de couteau comme un grand. Il a 8 PA, c'est suffisant, et ça peut vraiment, vraiment être handicapant. Alors, c'est vraiment une figurine que j'aime énormément. Stratégiquement, c'est très, très intéressant de pouvoir poser des pièges. Et, attendez, ils ont une zone de contrôle de Debras, hein, donc ça implique tout ce que ça implique au niveau des zones de contrôle. Certains objectifs ne peuvent pas se réaliser tant que vous êtes dans une zone de contrôle. Je pense que ça fait partie, que ça peut faire partie de ces zones de contrôle qui empêchent les objectifs d'être réalisés. À vérifier, je mets un point d'exclamation important là, à vérifier si c'est jouable là-dessus. Et comme c'est un piège qui est neutre, qui se déclenche autant chez vous que chez l'adversaire, ben du coup chez vous aussi vous pouvez pas réaliser l'objectif. À voir, mais à mon avis il y a moyen de faire des trucs vraiment vraiment craqués. Et deux pisteurs en combinaison avec un champion harponneur et un pêcheur pour aller tirer les figurines dans les pièges. Ouais, il y a moyen de miner le terrain avec ce genre de petits personnages et ça peut vite être casse-couille pour votre adversaire. Non, vraiment une figurine que j'aime beaucoup. C'est une figurine qui coûte pas cher en plus, 57 pièces d'or, 8 PA, 22 PV, c'est tout à fait rentable. Donc vraiment intéressant. Il peut y avoir un truc qui pourrait être marrant, mais ça veut dire que vous allez lui rajouter des points. Au niveau des équipements, on pourrait lui rajouter carrément un harpon. Vous pourriez prendre le livre de base et lui rajouter carrément le harpon, qui a les mêmes effets que sur le pêcheur avec harpon, justement pour qu'il puisse tirer les figurines dans son piège, à peine posé. Mais il souffre du même problème que le pêcheur, c'est-à-dire qu'il ne lancera pas très bien son harpon, la difficulté c'est toujours la même. Donc voilà, ça pourrait être marrant et un petit peu surprenant, mais attention, parce que il souffrira des mêmes problèmes. Ça, c'était plus une idée un peu fun. Pour le reste, je vois pas tellement d'équipements. Je réfléchis, mais je vois pas tellement d'équipements intéressants à première vue. Ou bah alors après les gris-gris, les poupées vaudou, voilà, on en a parlé, ça c'est bon. Une potion, même pas. C'est un des rares qui pourrait bénéficier de bonus d'une potion de mental, puisqu'il pose ses pièges avec dextérité mentale. Mais je vois pas forcément l'intérêt. Quoi d'autre? Non, je vois pas vraiment d'équipement particulier à lui mettre. C'est également un très bon réalisateur d'objectifs sous mental. Enfin, très bon par rapport aux autres, hein, on s'entend. Puisqu'il a 4 de mental et pas 2 ou 3, donc à voir en fonction des objectifs que vous avez à faire dans le scénario. Mais ça peut donner un truc vraiment sympa. Et c'est une figurine que je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que je trouve cette figurine incroyable, elle est vraiment terrible. C'est une figurine que j'essaie de sortir dans chaque compo. Sanasok, le bûcheron musculeux, Concite 4, dextérité 3, force 5, mental 4, 5 de mouvement pour 78 pièces d'or, c'est un très bon profil. 8 PA, 22 PV, une armure, c'est les braies de cuir renforcées, absorbe le premier dégât lors de chaque blessure subie, ça a 5 points de vie. La hache de pierre à 2 mains, 3 PA, 7 dégâts, les relances ne coûtent qu'un PA avec cette arme. Et 2 spéciales, le bois de charpente, lorsqu'il est spécialisé charpentier, il peut renforcer un unique mât d'une embarcation gratuitement, ça c'est pour la campagne. Et le spécial, au début de la partie, Sanasok peut créer un couvert d'une carte à son contact si une source de bois se trouve sur le terrain. Sanasok, c'est une figurine que je croise assez régulièrement quand même, quand je me bats contre des Thuléens. C'est une figurine qui a l'avantage d'avoir 5 de force. C'est une figurine qui a l'avantage de ne pas coûter trop cher. C'est une figurine qui a l'avantage de faire d'énormes dégâts, parce qu'avec sa hache de pierre, ça rigole zéro. C'est surtout une figurine qui a 8 PA, et du coup la hache de pierre lui permet de faire 2 attaques et un mouvement. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. C'est une figurine également qui a 5 de mouvement, ce qui n'est pas donné à tout le monde non plus. C'est une figurine qui est, à mon sens, excellente si vous avez besoin d'un bourrin pas trop cher. Si vous avez besoin de quelqu'un qui a un peu de muscle, qui tape bien, qui fait 7 dégâts à chaque fois qu'il tape, et à chaque fois qu'il touche, c'est une figurine qui est intéressante. Attention cependant, il a 4 de constite, il a 22 points de vie, ok il a une armure, mais
Au final, ça enlève 1 dégât, ça, vous n'avez pas de jet de dés à faire, vous n'avez rien du tout. C'est un peu comme les armures Orenonk, mais avec une durée de vie de 5, donc vous allez lui économiser 5 points de vie, entre guillemets. Sanasok, il a 27 PV. Ce qui n'est pas non plus extrêmement élevé, donc attention parce qu'il finira quand même par tomber et ben, c'est un petit peu dommage. Il ne bénéficie pas d'esprit de clan, donc il démarrera à 8 au niveau de son moral, ce qui a un moral suffisamment bon. Je ne recommande pas forcément la racine de Mandragore sur lui directement, mais du coup, à voir, peut-être que si c'est vraiment votre seul bourrin, ou le seul gros de mage dealer de votre team, on parle avec des mots anglais, waouh, c'est fou, peut-être lui prendre une petite racine de Mandragore pour éviter qu'il soit prostré, alors que vous auriez bien aimé pouvoir faire des dégâts. Ne pas oublier non plus que, malgré le fait que vous avez esprit de clan avec la plupart des figurines basiques des Thuléens, comme vous aurez pas mal de monde sur la table, vous aurez quand même pas mal de jets à faire si jamais vous en perdez un, avec vengeance. Ce qui peut vous donner un gros bonus pour taper, mais ce qui peut également vous mettre un petit peu dans la mouise si vous avez un peu de malchance à un dé. Donc attention quand même avec le surnombre, puisque ça peut impacter si vous perdez une figurine. Sanasok est pas mal aussi, parce que ses capacités spéciales, alors pas de bois de charpente, ça je vais pas en parler parce que c'est que en campagne, mais sa capacité de créer un couvert à son contact, c'est très bien. S'il y a du bois sur le terrain, il y a quand même relativement souvent du bois sur le terrain, que ce soit des échafaudages ou alors carrément du bois naturel, des bosquets, des forêts et autres. Mettez-vous d'accord avec votre adversaire, savoir qu'est-ce qui peut servir de source de bois réellement, mais la plupart des tables en ont du bois, donc c'est pas trop un problème là-dessus. Maintenant, on se dit, bon, il peut créer un couvert d'une carte. Alors, oui, c'est cool, parce que du coup, vous allez pouvoir planquer des gens derrière pour éviter qu'ils se fassent tirer dessus. Notamment, je pense, en fonction des règles d'artillerie, vous allez peut-être pouvoir cacher une figurine que vous n'aimeriez pas voir se prendre un boulet de canon tour 1. Mais c'est également à son contact uniquement. Donc du coup, il va falloir un peu réfléchir où vous allez placer l'animal. Vous n'allez pas pouvoir placer votre couvert en milieu de table, ce qui est à la fois une bonne chose et une mauvaise, parce que parfois on aimerait, ou alors en fonction du déploiement de vos figurines, du coup ça va être plus utile. Je pense notamment au scénario de la grotte, où une des deux bandes se déploie au milieu de la table. Là, si vous avez Sanasok et que vous vous déployez au centre de table, vous allez pouvoir poser votre couvert en milieu de table, ce qui va servir autant à votre adversaire qu'à vous-même, s'entend, mais il aura peut-être plus d'utilité que dans un coin de table perdu, on ne sait où. Donc, Sanasok, c'est une figurine qui est bien, qui est vraiment intéressante au niveau de ses caracs. La constitue de 4 et la force de 5 en font un excellent lanceur. Dans ce Tactica, on va également aborder le râtelier à la javelot. Et du coup, Sanasok peut en profiter pleinement, puisqu'il démarre quand même à 9 pour balancer des javelots, ce qui n'est pas négligeable du tout. Javelots qui font beaucoup de dégâts. C'est également un bon lanceur d'objets, un bon tapeur. Vous avez même la possibilité de le faire taper au point, puisque du coup il fera entre guillemets que 4 dégâts. C'est une brute, entre guillemets. Vous allez l'utiliser pour faire des points de dégâts chez votre adversaire. Il n'a pas tellement d'autres utilités, il n'a pas de spécial particulier pour faire une action avec un objectif. Les objectifs sous force, il va les réaliser assez aisément. Les objectifs sous mental aussi également. Une constitution qui est suffisante, une dextérité un peu plus basse que les derniers brissières qu'on a vus, mais ça choque pas plus que ça. Donc c'est une figurine qui est bien équilibrée, elle est agréable, mais elle va servir à taper principalement. Et il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur lui. Bonne figurine, donc à garder en tête lorsque vous faites votre liste également, si vous avez besoin de quelqu'un qui tape et qui n'est pas trop cher. Il a un petit peu comme Daoti un problème, enfin pas tout à fait, c'est-à-dire qu'il a carrément rendu useless la figurine dont on va parler après, c'est-à-dire Amaruk. Et pourquoi est-ce qu'il a rendu useless Amaruk? Eh bien Amaruk c'est 65 PO, c'est Constitue 4, dextérité 3, force 4, mental 4, 5 de mouvement,
7 PA, 22 PV, une armure en peau de loup, la cape en peau de loup qui fait 0,5-2 avec 6 points de vie. La hache qui est la hache de pierre à 2 mains également, 3 PA, 7 dégâts, les relances ne coûtent qu'un PA. Le coup paralysant, 4 PA, 7 dégâts, la cible est touchée, elle perd 2 PA lors de sa prochaine activation. Et il a une capacité spéciale qui est Frère Morse. Les 1 ne sont pas des échecs en attaque quand Kinak est à moins de 2 brasses. Voilà, que dire d'Amaruk? Amaruk, c'est aussi une des premières figurines qui est sortie. Amaruk, c'est une figurine qui est putain de stylée, quoi. Il a une cape de loup, les gars. C'est trop bien. Mais voilà, Amaruk, il tape pour 3 PA et il a 7 PA. Il peut même pas taper 2 fois et faire un mouvement supplémentaire. Il a 5 de mouvement, ok. Il tape moins bien que Sanasok. Il a moins de PA. Il a une armure un peu différente qui est à la fois qui est un peu mieux, on peut dire ça comme ça, puisque vous allez quand même réussir une fois sur 2 à vous éliminer 2 points de dégâts. Le coup paralysant, ça coûte 4 PA, ok, ça fait 7 dégâts et la cible perd 2 PA lors de sa prochaine activation, mais c'est des coûts qui sont extrêmement élevés pour une figurine qui malheureusement n'est pas forcément très très folichonne. Frère Morse, les 1 ne sont pas des échecs en attaque quand Kinak est à moins de 2 brasses. Je veux pas dire que c'est anecdotique, mais ça lui suffit pas pour survivre longtemps sur la table de jeu, quoi. C'est un damage dealer, mais c'est un damage dealer qui n'est pas hyper optimisé. Je l'ai joué une fois, je crois. Une seule fois. J'ai pas réessayé le duo Kinak Amaruk depuis. Vous allez bouger, vous allez taper une fois, voire pas du tout si votre cible est trop loin. Comme il bouge plus vite que Kinak, il faut d'abord activer Kinak si vous voulez bénéficier du Frère Morse. Il a plein de petites choses. C'est un peu comme le pêcheur au harpon ou le chasseur à la guisarme. Les idées sont bonnes, les idées sont là. Il y a des trucs qui sont vraiment hyper intéressants, mais dans la réalisation, ça manque de réussite. J'ai l'impression que ça passe pas. Le fait qu'il claque 3 PA pour une attaque normale, qui coûte 4 PA pour sa botte. Ok, une fois de plus, vous enlevez des PA à l'adversaire, on va pas cracher dessus. Mais le fait qu'il démarre sa botte à 7, ce qui est clairement pas beaucoup par rapport à claquer 4 PA, ou alors qu'il tape à 8, ce qui est normal, mais que ça lui coûte 3 PA pour taper et qu'il a que 7 PA en tout, du coup ça le rend pas vraiment fiable. C'est comme les 2 autres que je parlais avant, les idées sont bonnes, mais la fiabilité de la chose, elle n'est pas assurée. Et si vous devez en plus claquer 3 PA pour taper, puis claquer 3 PA pour prendre un dé en plus, ça va juste devenir impossible. C'est pas vraiment négociable. Du coup, j'aurais tendance à préférer Sanasok à Amaruk si vous voulez vraiment faire des dégâts, même s'il est 13 points plus cher. Parce que Sanasok a 1 PA de plus, Sanasok a 1 de force en plus, et bien qu'il ne possède pas le coup paralysant ou une botte quelconque, il a la possibilité de faire un couvert. Amaruk, lui, il a le bonus de Frère Morse, mais voilà, il faut que Kinak soit dedans, donc ça veut dire qu'il faut que vous fassiez un investissement de 100 pièces d'or en plus pour avoir le nounours avec. Les idées sont bonnes, les idées sont là, les idées sont jouables, mais elles sont pas... je me sens pas sécurisé quand j'ai un Amaruk sur la table, parce que du coup, je sais pas si je vais pouvoir passer ma botte, je vais pas passer mon attaque, ou alors il faut que je mette en place un système de ceinturage. Si vous avez Kinak à côté qui ceinture quelqu'un, évidemment que c'est hyper agréable de se dire que de toute façon vous allez passer une attaque et vous en foutez parce que du coup les 1 ne sont pas des échecs, mais en attendant il faut passer tout ça, et puis il va pouvoir faire que 2 attaques. Je suis pas forcément à l'aise avec Amaruk. Je trouve que Sanasok est meilleur dans le rôle de damage dealer. Amaruk est à mon sens pas assez agressif
pour qu'on le revoie sur les tables de jeu. D'ailleurs, de mémoire, j'ai pas revu d'Amaruk depuis belle lurette. Par contre, le duo Kinak-Amaruk, fluffiquement parlant, c'est quelque chose qui me plaît énormément. C'est quelque chose que j'ai envie de voir en chef de clan, quoi. Amaruk en chef de clan avec un Kinak, un Kinak, je sais rien, Colosse, parce que c'est un ours blanc quand même, hein. Voilà, hein, un peu balèze. On a des pandas qui font 5 fois sa taille, on aurait envie d'avoir un truc dans le genre. Mais l'idée d'avoir ce duo, elle est vraiment excellente, elle est vraiment très très cool. La réalisation de ce duo est vraiment sympa, mais dans les faits, dans l'efficacité, je suis pas convaincu par Amaruk, qu'il soit avec Kinak ou pas, ça ne change rien. Ouais, il lui manque ce petit PA pour justement faire comme Sanasok, pouvoir bouger, donner 2 attaques et avoir 2 PA en plus, ou faire 2 mouvements et attaquer. Et même s'il a son mouvement de 5, ça reste quand même un peu compliqué. Il a un bon mental, ce qui peut vous permettre d'avoir quelqu'un qui peut réaliser des objectifs sous mental à un moindre coût. Mais au final, il a le même mental qu'un pisteur, et je trouve qu'un pisteur est vachement plus utile qu'Amaruk, quoi. Au niveau des bourrins qui font des dégâts, vous allez voir que chez les chefs de clan, ça ne manque pas. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'on prenne un Amaruk sur la table. C'est une figurine que j'aime bien. J'aime bien la figurine avec l'énorme hache et la cape de loup, c'est un truc... Enfin, ça vend du rêve, parce que j'ai fait beaucoup de jeux de rôle aussi, alors on s'imagine tout de suite le personnage un petit peu sauvage, il a tué le loup à main nue, bref, tout ça. Ou alors c'est Kinak qui l'a tué à main nue, bref. Mais voilà, dans la réalisation, ça manque de sécurité dans ses actions, et du coup, ben, on lui préfère plein d'autres choses, en fait. Et c'est un petit peu dommage. On va passer justement à Kinak, qui... contrairement à Amaruk, lui est carrément une valeur sûre pour beaucoup de joueurs tuléens. Kinak, 105 pièces d'or, constitue 7, dextérité 3, force 6, mental 2, 4 de mouvement, 8 PA, 32 points de vie, les griffes qui font force dégâts, ça sent la potion de force. La charge frénétique, 4 PA, 1 10 plus 3 dégâts, les réussites critiques sont réalisées sur 9-10, Kinak a plus 3 de mouvement s'il effectue un assaut en commençant par cette botte. Le spécial, lorsqu'il effectue une action de lancer un objet, la difficulté est 12 jusqu'à 4 brasses, puis plus 1 par brasse au-delà. Frère ours, les 1 ne sont pas des échecs en défense quand Amaruk est à moins de 2 brasses. Et contrairement à Amaruk, où je dis que c'est passablement un peu gadget d'avoir un Kinak à côté, oui, ok, les 1 ne sont pas des échecs en attaque, mais bon, le fait de ne pas faire des échecs en défense, ça, c'est carrément balèze. Mais est-ce que ça vaut 65 pièces d'or? Je ne pense pas. Si les deux partageaient les bonus quand ils étaient ensemble, c'est-à-dire que c'était ni des échecs en attaque, ni des échecs en défense, là ce serait carrément craqué, mais ça n'est pas le cas. Kinak, c'est une des plus grosses constites avant la sortie des colosses. 7 de constitution, c'était énorme. 6 de force, c'était carrément fou. Le lancer d'objets et le lancer de briscard avec Kinak, c'était du pur bonheur. Enfin, ça l'est toujours en fait. Mais quand il effectue une action de lancer, la difficulté c'est 12 jusqu'à 4 brasses, il démarre à 13. Donc voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. Utilisez tout ce qui passe sous votre main pour les balancer, de même que c'est celui qui bénéficie le plus, à mon avis, du râtelier à javelot. Ces griffes, c'est force dégâts, donc ça fait 6 dégâts. Si vous lui mettez une potion de force, ça fait 7 dégâts, hein, pourquoi pas. La charge frénétique qui lui permet d'avoir 3 mouvements en plus s'il effectue un assaut. Donc vous pouvez vraiment démarrer comme ça, vous balancez votre charge. Vous allez jusqu'à 7 brasses pour mettre des patates aux gens. C'est vraiment quelque chose de très très fort. Le 1 n'est pas un échec en défense quand Amaruk est à moins de 2 brasses. C'est cool, parce que du coup avec une bonne constitution, vous démarrez à 8 pour votre défense de base, ce qui équivaut à pas mal de personnages quand même, parce qu'ils ont 4 de force. Donc voilà, mais il faut que vous ayez Amaruk dans le coin, et les gens qui sont un petit peu au courant de comment ça se passe, ils vont d'abord maraver Amaruk pour que vous n'ayez plus de bonus. Et après, ils vont taper sur Kinak, qui ne bénéficiera plus de ce petit bonus-là. Donc, voilà. Mais c'est vraiment une figurine qui est très bien. Et il fait 6 dégâts pour 2 PA. Ok, il coûte 105 pièces d'or. Mais c'est un roc. 32 points de vie également, ça tient bien le choc. Il a 4 de mouvement, ce qui est suffisant.
Il a un moral à 9. Il a un mental de 2, donc laissez tomber tous les objectifs avec le mental. Il n'a pas une dextérité hyper folichonne. Mais voilà, c'est une figurine qui est solide. C'est une figurine qu'on voit encore assez régulièrement dans les listes. C'est une figurine qui a fait ses preuves et qui tient assez bien le choc. Donc les 3 dernières figurines que j'ai présentées là, ils sont plus utilisés comme damage dealer. C'est-à-dire que parmi la base entre guillemets, vous avez là des figurines qui sont là pour faire des dégâts à l'adversaire, qui sont pas forcément là pour faire de l'objectif ou de la masse. C'est des figurines qui sont là pour peser dans le game et pas juste occuper quelqu'un. Mais c'est une figurine qui vaut son pesant de cacahuètes et qui, en tout cas de mon expérience, a toujours fait le travail que je voulais qu'il fasse. Que ça soit faire des dégâts, balancer des objets ou alors ceinturer une figurine. La force de 6 permet de ceinturer pas mal de monde. Et surtout de les lancer également. Donc c'est vraiment une figurine que je trouve hyper intéressante dans un jeu où vous allez bénéficier souvent d'un surnombre, pas forcément énorme, mais vous allez quand même en bénéficier. Et du coup, une figurine qui a autant de caractéristiques constit force, ça peut vous permettre de vous avancer sur la figurine adverse, vous lui mettez des pains, vous la ceinturez, vous balancez votre rappeur, Sanasok, n'importe qui, ça lui met des petits coups de hache à 2 mains ou de couteau à dépecer pour qu'il ait du saignement, et Kinak est quand même là pour après être capable d'encaisser. Attention, il n'est pas invincible, il n'y a aucun briscard qui est invincible. Mais du coup, il va finir par tomber s'il se prend beaucoup de dégâts. Donc, attention, il n'a pas d'armure, il n'a pas de bonus. Attention à Kinak. Au niveau des objets qu'on peut lui mettre, allez, le running gag, la potion de force, on reste sur une potion de force. Il bénéficie des bonus de force en dégâts, donc pourquoi pas. Mais vous pouvez également lui mettre, ça j'ai vu aussi une fois, le Kinak avec pavois. Ça calme passablement, autant au niveau des points qu'au niveau de la défense. Parce qu'une constite qui peut passer jusqu'à 11... je crois que le pavois c'est plus 4 ou c'est plus 4, je crois. Ça passe pas mal pour la défense. Au niveau des objets, lui mettre une arme, ce serait gâché. D'ailleurs, j'ai pas parlé d'Amaruk avant. Lui mettre une arme, on pourrait remplacer sa hache à 2 mains par une autre arme. Peut-être un point américain. Au final, ça lui coûterait 8 points supplémentaires. Il ferait 5 dégâts au point. Ça pourrait être intéressant. Ça le rendrait plus intéressant, déjà, qu'avec sa hache, à mon avis. Après, je ne sais pas si le coup paralysant dépend de la hache, mais comme c'est les mêmes dégâts, j'imagine que oui. Donc, il perdrait la botte en question. Pour Kinak, vous pouvez avoir envie de lui mettre un point américain aussi, mais ça lui coûte 12 pièces d'or, il est déjà bien assez cher. Je ne sais pas trop, en fait. J'ai pas l'impression qu'il ait besoin d'objets. Alors, le coup du pavois, c'était plutôt cocasse. J'y avais jamais particulièrement pensé, mais oui, il peut transporter un pavois. Pourquoi pas. Vous pourriez lui mettre une armure aussi. On pourrait lui mettre soit une petite armure de cuir si vous êtes bon à ça et que vous faites des 10 sur vos armures. Ou alors, vous pouvez décider de lui mettre... c'est quoi, l'armure de plaide complète avec le sceau du forgeron et un pavois, histoire que il soit absolument blindé, mais voilà, ça le fera passer à 150 pièces d'or, un truc dans le genre. Voilà, je pense qu'il n'a pas forcément besoin de quelque chose en plus, mais si vous avez absolument envie d'une figurine tanky, Kinak est un choix qui peut être extrêmement bon. On va passer au râtelier à javelot. Le râtelier à javelot, c'est une figurine donc, qui est utilisable et avec les Orénoques et avec les Thuliens. Pour 36 pièces d'or, vous avez 6 javelots, lancer d'objets force 5, déplacer le râtelier force 3, donc c'est pour lancer un râtelier, la force 5, c'est pas pour lancer le javelot. Il contient 6 javelots qui ne peuvent pas être utilisés au corps à corps, seuls les Thuliens et les Orénoques peuvent intégrer le râtelier dans leur bande. Il doit être lancé, 3 PA, 1 des 10 plus 2 dégâts, portée 6 brasses, en cas de réussite critique, la cible souffre de saignement si le lanceur est un Thulien, d'empoisonnement si le lanceur est Orénoque. En cas d'échec critique, le râtelier perd 1 point de structure. Le râtelier à javelot
certains Thuléens vont en avoir une utilité, d'autres ne vont pas forcément en avoir une utilité. Je pense notamment à Kinak, qui est un excellent lanceur, donc vous pourriez le faire commencer à côté du râtelier à javelot. Vous pourriez décider d'embarquer, premier tour, 2 javelots, et ensuite de les balancer allègrement sur toute forme de vie qui n'est pas thuléenne. Pourquoi pas. Au final, la portée de 6 brasses avec Kinak, c'est de la difficulté 14. Il démarre à 13. Je pense que ça devrait aller tranquillement. Un des 10 plus de dégâts, c'est quand même fort. Donc à ne pas négliger. Vous pourriez bien entendu utiliser des javelots avec Sanasok par exemple, avec des chefs de clan qui ont beaucoup de capacités en lancer. Vous pouvez utiliser ce râtelier un peu pour tout, et une fois que vous n'avez plus de javelot sur le râtelier, vous balancez carrément le râtelier à la tronche. Pourquoi pas? Je veux dire, au point où on en est, on pourrait très bien le faire comme ça. C'est une figurine qui est... C'est un ajout qui est intéressant pour des Thuléens, parce que vous n'avez pas d'artillerie et que vous n'avez pas forcément énormément de choses à lancer. Vous avez bien sûr un archer, mais l'archer, comme j'ai dit, il va peut-être être plus utilisé comme... comment dire ça, il va peut-être être plus utilisé comme trappeur, parce que votre adversaire va venir au contact et du coup vous allez lui balancer des coups de couteau à dépecer. Mais à part ça, il n'y a pas énormément de figurines qui ont des choses à lancer. Et du coup le râtelier à javelot, ça vous offre la possibilité d'avoir un certain nombre de projectiles qui font quand même mal. Un des 10 plus de dégâts, c'est pas négligeable. Entre 3 et 12 dégâts, voilà, ça coûte 3 PA, donc pour la plupart des Thuléens, c'est un peu embêtant parce que c'est quand même cher, mais par contre, vous pouvez faire de gros dégâts, et si ça passe en réussite critique, en plus, vous allez lui donner le saignement. Je pense que ça peut être assez utile. Attention, cependant, les javelots sont utilisables par tout le monde, donc c'est-à-dire que si vous avez un mec qui décide de courir et de choper vos javelots, bah, il peut également avoir des javelots à vous lancer dessus, c'est un petit peu embêtant. Donc, à utiliser avec précaution et parcimonie, et puis une fois de plus, à bien réfléchir pour 36 pièces d'or, est-ce que vous prenez un râtelier à javelot ou est-ce que vous équipez tout le monde avec divers objets, entre des potions, des gris-gris, des poupées vaudou. C'est une fois de plus un choix qui va vous être demandé de faire. Je ne peux que vous conseiller de bien réfléchir, parce que l'avantage des javelots, c'est que c'est transportable, ça fait pas mal de dégâts, certains Thuléens en ont une utilité. Si vous avez principalement des gens qui ne savent pas bien lancer, ben, du coup vous laissez tomber les javelots parce que vous n'arriverez jamais à toucher. C'est une figurine que j'aime bien pour le fluff également. Une liste pêcheur, pisteur, enfin une liste côtière, on va dire ça comme ça, pêcheur, pisteur, avec peut-être même Harvik, capitaine de bateau, ce genre de choses. Ça peut être une liste à thème. Ça peut être une liste que vous pouvez faire pour le plaisir d'aligner un clan thuléen qui sera plus adepte justement du lancer de javelot, de la pêche au javelot, etc. Donc à voir ce que vous avez envie d'en faire, à voir ce que vous avez envie d'en jouer. Au niveau de la rentabilité en jeu, eh bien, c'est 36 points qui sont utilisés pour des objets, donc il n'y a pas de PA, ça vous aidera pas à jouer en premier. Souvent vous aurez quand même pas ce problème là, parce que vous aurez une ou deux figurines de plus que l'adversaire, et du coup vous allez bénéficier de plus de PA, donc c'est pas forcément un problème, comme les Maoks par exemple, avec si vous prenez de l'artillerie, et en plus les Maoks sont chers, donc ils seront en sous-nombre assez régulièrement. À voir ce que vous avez envie d'en faire. C'est 14 pièces d'or de moins qu'un trappeur. Donc du coup, est-ce que si vous avez 50 pièces, vous prenez un râtelier, un javelot ou un trappeur? Le râtelier à javelot avec quelques équipements, ou alors le trappeur qui pourra agir sur le jeu. C'est une fois de plus quelque chose qu'il vous faudra bien réfléchir quand vous ferez votre liste, et de savoir qui est là pourquoi. Parce que ça ne change pas. C'est pas parce que vous pouvez jouer beaucoup de figurines qu'il faut en faire n'importe quoi, parce que ça ne marchera quand même pas. Et donc du coup, à bien réfléchir. C'est une figurine que j'aime bien. En plus, même si vous l'utilisez pas en jeu, elle fait un super décor. Donc j'en ai 2, je crois. C'est un râtelier que je sors quand je sais que je vais pouvoir utiliser un Kinak ou un chef de clan
pour balancer des javelots à tir-larigot et mettre une pression à distance sur mes adversaires. Voilà, on a fait le tour un petit peu des figurines de base de l'armée thuléenne, des figurines que vous verrez régulièrement si vous jouez contre des Thuléens. Vous aurez sans doute à 90% des trappeurs, ou alors un pisteur, ou alors, je vais y arriver, un chasseur. Vous allez les voir assez régulièrement quand vous allez affronter des bandes thuléennes, ou si vous êtes joueur thuléen, j'imagine que vous sortez relativement souvent ce genre de figurines-là. J'espère que ça vous aura donné des idées, des indications sur comment les jouer au mieux. Je dis pas que je sais tout, attention. De même que si j'ai raté quelque chose qui vous semble important, n'hésitez pas à laisser un petit mot sous la vidéo, sur le forum de TGCM, sur le Facebook de Briscard. Dites-moi si vous avez remarqué des erreurs ou des oublis de ma part, c'est important. Je ne sais pas tout et j'espère en savoir un peu plus aussi grâce à tous ceux qui écoutent mes tacticas. Je vous remercie et d'ici à la prochaine vidéo, eh bien, que les dés soient avec vous.